Économie sociale et solidaire, une économie qui a du sens. Voilà le slogan de la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Grand Est. Mais on parle de quoi concrètement? Pour comprendre le sens de cette économie qui nous entoure, Emmanuelle Beyer, présidente de la CRES Grand Est, et Bruno Minuciello, conseiller régional délégué à l'économie sociale et solidaire, sont avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Vincent. On peut donc différencier économie et économie sociale et solidaire. En quoi finalement? Les grands principes? Les grandes différences? Les grands principes, c'est surtout de travailler sur la notion des valeurs, la notion de l'organisation, du fonctionnement aussi, des structures spécifiques autour de l'économie sociale et solidaire. On est plutôt sur la gouvernance démocratique, on travaille plutôt sur des projets autour de l'utilité sociale, autour de la solidarité. Mais là, avec la notion d'économie, sans l'oublier, on réinvestit les bénéfices dans le projet. Et surtout, on est sur la création d'emplois au niveau local, non délocalisable. Oui, alors effectivement, on sent bien la différence avec l'économie finalement capitaliste dans laquelle on évolue. Une économie finalement qui a pour objectif de prendre soin des autres. Exactement, parce que l'humain est au cœur du projet, déjà avant tout. Il est impliqué dans sa structure et on va travailler de manière plus proche aussi des citoyens. Donc on est dans une économie qui se réinvente aussi tous les jours, qui est innovante, on ne le sait pas assez, et qui est surtout très ancrée sur les territoires, mais qui est finalement un véritable levier du développement économique et social, notamment sur les territoires. Et justement, parlons de territoire, le département de la Meurthe-et-Moselle annonçait plus d'un emploi sur 10 au sein de l'ESS. C'est beaucoup, c'est pas assez, c'est bien? Alors c'est déjà beaucoup. Ouais. En fait, ce que je trouve toujours surprenant, c'est quand on annonce les chiffres de l'emploi autour de l'ESS, sur le Grand Est, on est à 11,35% d'emploi. Ça représente plus de 215 000 salariés. Je crois que c'est le département où il y en a le plus dans la région, non? Je crois. Département Meurthe-et-Moselle, oui, tout à fait. Bon, là, moi, je vous ai donné les chiffres Grand Est. Oui. Mais effectivement, c'est un département, c'est le département le plus, le plus pourvu en emploi ESS sur la région Grand Est. Et effectivement, donc par rapport à la région, on est sur les mêmes niveaux en termes de pourcentage d'emploi. Je m'adresse peut-être plus aux délégués régionaux. Sur la région, on est aux alentours de 12%, mais au niveau des emplois, ce qu'il faudrait retenir réellement, je pense, c'est que depuis 2014, en fait, la loi a inscrit l'ESS comme une activité à part entière, et puis on a essayé de légiférer autour de tout cela. Ce que j'aime rappeler, mais on se le dit souvent avec Emmanuel, puisque avec Emmanuel on se voit très souvent, puisque en tant que présidente de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, et moi, en tant que conseiller régional délégué, on travaille ensemble sur différents dossiers. La première chose, j'aime rappeler que l'ESS, c'est d'abord de l'économie. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est avant tout de l'économie et c'est régi par les obligations économiques. On ne parle pas de bénéfices. On parle de valeur ajoutée, éventuellement. On parle surtout d'équilibre. D'équilibre financier, c'est la première chose qui est importante. Après, l'ESS se caractérise par la finalité de ses actions. Sa finalité, c'est créer de la richesse, pas de la richesse au service du capital, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais une richesse qui va être au service soit de ses employés, soit du consommateur, soit de l'environnement, soit de la démocratie au niveau de la gestion, de la gérance. Exactement. Ouais. Et c'est de la création de richesse qui arrive au bénéfice autre que celui du capital. Et c'est vraiment ce qui différencie. Et après, vous pouvez le caractériser par rapport à sa forme juridique. C'est possible. Évidemment, quand vous êtes sous un format associatif, et vous savez très bien, ici à la radio, ce que veut dire le format associatif, évidemment, vous ne créez pas du bénéfice pour des actionnaires. Alors on le réinjecte dans le projet. Exactement. On réinvestit. C'est ce que disait Emmanuel. C'est ça. En fait, pour compléter les propos de Bruno, c'est rappeler quand même que l'économie sociale et solidaire, elle regroupe, je dirais, des entreprises, parce qu'il y en a plusieurs formes. L'ESS, on représente des familles surtout, de l'économie sociale et solidaire, qui concilie de tout ce qu'on touche à la performance économique
et à l'utilité sociale et solidaire. Finalement, moi, quand je vous entends parler, pour moi, c'est une économie de bon sens, finalement. Et on se demande, mais alors, on pourrait dire ça comme ça. Pourquoi on n'y est pas, de façon générale? Alors, on peut l'être, de façon générale, et on le voit bien. Hein. Je rappelle assez régulièrement que de nombreuses entreprises classiques, on va appeler des entreprises sur format classique, qu'on en connaît depuis des années, ont changé l'esprit de leur gouvernance, même si on reste avec un capital, avec un chef d'entreprise, on a quand même des gens qui sont appropriés le côté très responsable de l'économie. C'est pour ça que j'aime bien parfois dire économie sociale et solidaire et responsable, je l'ajoute, même s'il n'existe pas dans la réalité. Et Olivia Grégoire l'a dit également. Elle l'avait mis en avant parce que moi qui suis issu d'une économie un peu plus classique, pour autant, je comprends le sens. Aujourd'hui, la société, elle doit avoir du sens. Et ce qui a été dit là à l'instant, c'est une économie de bon sens. C'est exactement ça. C'est ça. Et les chiffres le montrent quand même. L'économie sociale et solidaire sont des chiffres qui sont en augmentation. Oui. Oui, mais c'est pas d'hier l'économie sociale et solidaire. Ah non, c'est pas d'hier. On en a oublié, je dirais, tous les intérêts, toutes les innovations, tout ce que ça a permis de développer. Je veux dire, quand on parle, ne serait-ce que du contrat d'assistance, quand on a un accident, pardon, je dirais, quand on parle des chèques déjeuner, quand on parle de, toutes ces innovations, en fait, c'est issu de l'économie sociale et solidaire et c'est rentré dans l'ère du temps. Oui. Les mutuelles, bien sûr. Les mutuelles qui sont extrêmement importantes, qui concernent tout le monde. Parce que là, on prend soin des autres, encore une fois. Mais on est justement dans l'accompagnement et on prend soin des autres. Ouais. Après, je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais c'est vrai que il y a peut-être eu un élan, mais maintenant, il faut vraiment s'ancrer davantage, accompagner aussi les structures de l'ESS différemment. C'est peut-être là-dessus qu'on pourra discuter encore après. Il y a le sens de l'économie sociale et solidaire. Il faut faire esprit ESS. Ça, je pense que c'est encore plus important que simplement d'avoir une structure. Faire esprit ESS, c'est comment on agit ensemble au niveau économique, et pas que économique, mais en tout cas l'ESS, c'est dans le milieu économique, comment on agit ensemble pour le bien-être de chacun. C'est un bien-être qui peut être complètement différent. Ça peut être un bien-être social. On a des entreprises à utilité sociale, c'est des choses qu'on accompagne au niveau de la région. Le côté coopératif, Emmanuel vient d'en parler. On a le côté coopératif qui permet de mutualiser des moyens ensemble pour aller plus loin encore. Et puis, il y a plein d'autres choses encore. On a des métiers en tension qui font partie de l'économie sociale et solidaire. Lorsqu'on commence à accompagner, on parle de l'accompagnement. On a aujourd'hui toute une activité d'accompagnement auprès de nos seniors. On a des acteurs qui sont très présents et qui vont prendre un envol, à mon sens, un envol économique. Pas de rentabilité, on ne parle jamais de rentabilité, mais un envol économique avec des plus-values. Là, on parle social pour les métiers en tension, mais on a aussi un enjeu environnemental qui est très fort, avec aujourd'hui tout ce plan climat qui doit se mettre en place. On a des acteurs qui sont en train de se révéler. Là, aujourd'hui, on parle de 10% du PIB français. C'est pas rien, 10%. C'est quand même extraordinaire. Plus, on approche les 14% des employés. Enfin, on approche, et en fonction des... Je pense que les années à venir, on doit et on devra avoir un repositionnement de l'économie sociale et solidaire. On va fêter l'année prochaine les 10 ans de la loi. Je pense c'est le moment de retoiletter cette loi avec les différents acteurs, le gouvernement, les régions, les EPCI, et là c'est le président de la... C'est les comités de communes en fait. Nous ne sommes pas des collectivités, nous sommes des EPCI, des établissements de coopération. Aujourd'hui, la délégation économique se situe au niveau de la région, au niveau des comités de communes. Métropole, comité de communes. Et je pense qu'on doit se remettre autour de la table pour repenser comment on finance, comment on accompagne les différents acteurs. J'ai vu que la région accompagnait les initiatives collaboratives. Financièrement, l'engagement des citoyens, par exemple une aide de 4 000 € pour la création d'une coopérative. La coopération coopérative, encore une fois, là on est dans le vif du sujet, quoi. C'est une des solutions, à mon sens, qui a énormément d'avenir dans l'économie classique. C'est ce qu'on appelle la bourse émergence. On accompagne les prises en coopération d'entreprises, soit la reprise d'une entreprise classique, soit parce qu'on est avec des chefs d'entreprise qui arrivent en fin de carrière et qui souhaitent redonner leur entreprise. Et puis,
c'est un des sujets en France aujourd'hui, c'est la transmission des entreprises. On a de nombreuses entreprises qui vont fermer parce qu'ils n'ont aucun repreneur. C'est ça. Le côté coopératif est une des solutions, et peut-être une très belle solution, à mon sens. Exactement. Puisqu'on capitalise sur le savoir-faire des employés. Ce qu'on appelle les SCOT, c'est ça? Scope, ouais. Ce sont les scopes, ouais. Exactement. Alors, vous avez deux formats, les SIC et les scopes. Et donc là, finalement, c'est une gérance collégiale, c'est ça? C'est ça. On est plus horizontal. Ce sont des employés qui prennent ensemble la décision de porter leur entreprise. La région et l'union régionale des scopes aident à reprendre le capital de l'entreprise, et après c'est le côté où chacun apporte au niveau du capital, et puis les richesses sont partagées au niveau de chacun. Donc très concrètement, par exemple, un boulanger va arrêter par retraite, c'est pas repris, et les employés créent une coopérative et font tourner la boulangerie. Ça peut être le cas, exactement. Ouais. Alors il faut être plusieurs, bien évidemment. Si vous êtes boulanger, monsieur, madame, plus un employé, c'est compliqué. Par contre, si vous avez une boulangerie avec 10-15 employés, là, ça a du sens. Voire plusieurs boulangeries, voilà. Et plus il y a des spécificités techniques sur les productions industrielles, par exemple, et plus ça a du sens. Ouais. Puisque tout est porté par la fabrication. Et lorsqu'on est... Et aujourd'hui, on voit bien, on doit revenir sur l'industrialisation de notre pays. Donc, tout ça, ce sont des situations qui me font dire que les coopératives ont un avenir, mais pas que. Les autres aussi, je veux dire. C'est un format. Le côté coopératif est un format. Une dynamique participative. Ils sont ensemble, ils travaillent pour leur outil de travail. Je veux dire, ils s'investissent dans leur entreprise à part entière. Ils participent aux décisions, je veux dire, de la gouvernance. Ils sont impliqués, ils se sentent reconnus aussi. Donc il y a tout un travail, je dirais, qui est mené de l'intérieur, si je pourrais me dire. Par contre, ça n'empêche pas une organisation avec un organigramme, avec des obligations, etc. Mais l'intérêt, c'est de se dire, finalement, j'ai une structure qui est en difficulté pour plusieurs raisons. Avec le risque effectivement de mettre la clé sous la porte, avec tout un staff, toute une équipe, des gens qui se sont investis, des fois qui ont passé leur vie entière dans cette entreprise. Et finalement, ensemble, ils arrivent à redonner vie à cette structure. Je veux dire, à repartir, parce qu'ils sont accompagnés différemment, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Parce qu'on parlait tout à l'heure de bénéfices, parce que les bénéfices sont réinvestis dans la structure. Parce que c'est une personne, une voix. Je ne suis pas plus que toi. Je veux dire, j'ai le même niveau de décision que toi. Ça change la vision des choses. Et ça change la donne, clairement. Et pour compléter aussi, quand on parle aujourd'hui de la problématique des transmissions d'entreprises, on pousse à la création d'entreprise. Avant de créer, et c'est quelque chose de très difficile de créer une entreprise, parce que je vous le disais, en fait, peut-être en reprendre une. J'accompagne. C'est qu'en fait, il y a énormément de belles entreprises. Oui, qui ne sont pas forcément soit déficitaires, soit en mauvaise santé. Ah, pas du tout. Voilà, qui sont à reprendre. C'est vrai. Voilà. Et c'est ça. C'est là où il y a un enjeu. On a connu à Lunéville la fermeture de Trelor. 600 employés sur le carreau. On aurait pu imaginer une coopérative. Parce que le savoir-faire, c'est les années 2000. Eh oui. Mais on aurait pu imaginer à ce moment ces employés qui avaient le savoir-faire entre les mains. On aurait pu envisager de le faire. Sauf que à l'époque, c'était peut-être moins suivi. Est-ce qu'il n'y avait pas un problème de marché quand même pour Trelor avec la concurrence à ce moment-là? Vous êtes vraiment sûr? Je sais pas. Je pense que Trelor, mais alors ça c'est moi qui le pense sérieusement, ça a été un démantelage complet d'une très belle entreprise française. Pendant des années, quand on parle de reprise de structures en coopérative, on imagine tout de suite société en difficulté. Et en fait, quand vous dites difficulté, les gens fuient. Et c'est un peu comme l'ESS avec social, est-ce que ça fait pas peur aussi? En entend social, on se dit ouais. En fait, voilà, dans l'ESS, c'est exactement pareil. On nous associe, on oublie le E d'économie. En fait, on met toujours en avant le social, le solidaire, etc. Oui, nous accompagnons, nous sommes des acteurs autour du social, mais pas que. Je veux dire, nous avons de très très belles entreprises qui relèvent de l'ESS, et ça ne se fait pas assez. Je veux dire, donc c'est comme quoi la communication, elle a un rôle très important, et elle peut très bien effectivement amener un projet plutôt à sa défaite qu'à sa réussite. Mais là où je pense que l'enjeu est surtout sur la progression et l'évolution de l'ESS.
on l'a dit tout à l'heure, l'économie sociale et solidaire est en progression, mais parce que comme c'est un état d'esprit et une prise de conscience collective, je pense que c'est aussi pour ça qu'elle est en évolution. Derrière, pour autant, et là je pense que c'est Emmanuel met le point dessus, c'est que avons-nous, nous collectivement, publiquement, mis les moyens pour accompagner cette progression? Peut-être pas. Je dis peut-être pas. Ne faut-il pas peut-être rechanger les modes de financement? Ça ne peut pas tenir que sur un certain mode de financement. Tout à l'heure, je vous ai les EPCI, les comités de communes, les métropoles. Aujourd'hui, les métropoles s'emparent du sujet. On le voit bien. L'Eurométropole de Strasbourg est très ancrée ESS. En plus, on a de la chance parce que il faut savoir quand même que l'adjoint qui est à Strasbourg est de Lunéville. Ah oui. Et oui, okay. C'est Antoine Dubois. Antoine Dubois, ses parents sont de Lunéville. Il est adjoint à Strasbourg en charge de l'économie sociale et solidaire. C'est quelqu'un que je vois très régulièrement, qui a un très bon caractère, quelqu'un qui a envie d'avancer. C'est très agréable de travailler avec lui. C'est pour ça que je dis, il est affirmé, oui, c'est bien. Enfin, nous, on a des caractères comme ça, donc ça nous va bien. Mais l'Eurométropole de Strasbourg a pris la mesure des choses. Metz fait la même chose. Reims, plus ou moins, mais Reims, pareil, essaye de suivre. On voit bien que les métropoles commencent à s'approprier, même s'ils ne l'ont pas, peut-être pas à bonne hauteur. Mais ça ne peut pas être que porté par la région et les métropoles. Ça doit porter par l'ensemble des comités de communes. Parce qu'ils ont la compétence économique. Parce qu'ils ont besoin, d'autant plus qu'on est dans des territoires comme le nôtre, de s'approprier les choses. C'est pour ça que j'avais confié à Laurie, Périssier-Laurie, que tout le monde connaît ici, je lui avais proposé une vice-présidente en charge. Alors je ne l'ai pas appelée de l'économie sociale et solidaire, mais en charge de tout cela, de l'insertion, de l'économie plus vertueuse. Et aujourd'hui, elle suit cela. Mais maintenant, il faut que, collectivement, au niveau de notre intercommunalité, on commence à flécher les fonds. Parce qu'il y a l'envie de suivre, et puis après, il y a les moyens. Ouais, bien sûr. Parce que tout doit suivre. Et là, il faut convaincre l'ensemble de l'exécutif. C'est-à-dire que de remettre des fonds sur l'économie, et des fonds sur l'économie fléchés sur des actions autour d'une économie plus vertueuse. Alors justement, un mot sur le village des solutions qu'un département a fait. Ça, c'est un des leviers pour montrer ce qui existe et ce qui peut être fait. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on a travaillé étroitement avec le département, comme d'autres partenaires, pour impulser ce village des solutions, voilà, qui a été une première en 2022. On a trouvé ça, nous, extrêmement intéressant. Moi, je l'ai dit de nouveau en conférence de presse, c'est-à-dire que ce qu'ils ont réussi à mettre en place sur cette dynamique, je veux dire, à la fois professionnelle sur le vendredi et le samedi, plus ouvert au public, etc., avec vraiment une diversité d'acteurs de l'économie. Plus de 80. Exactement, ouais. C'est comme l'an passé, avec des acteurs vraiment présents sur les différentes familles de l'ESS, sur des actions, etc. Ça, en termes de visibilité et d'accessibilité aussi, c'était extrêmement intéressant. Moi, je pense que c'est un des meilleurs moyens pour la population, en tout cas, d'appréhender ce qu'est l'ESS. Clairement, parce qu'il n'y a pas, j'ai beaucoup parlé des élus, mais c'est aussi tout ce qu'on peut faire aussi vers le citoyen. Je veux dire, lui expliquer, le sensibiliser. Donc le mois, vous savez qu'on a le mois de novembre, qui est le mois de l'économie sociale et solidaire. On l'a terminé il n'y a pas si longtemps. C'était s'engager pour transformer le monde. C'était la 16e édition cette année. Mais ce mois, enfin toutes les actions qui sont menées, tous les événements qui sont portés pendant ce mois sont aussi essentiels pour sensibiliser le grand public en fait à tout ce que représente l'économie sociale et solidaire. On a beaucoup parlé d'emploi depuis tout à l'heure, puis tous les postes, il va y avoir énormément de départs en retraite. Je veux dire, il y a énormément de postes à pourvoir dans l'ESS. Il y a des formations, on ne parle pas suffisamment des formations autour de l'économie sociale et solidaire. On a quand même des universités sur le Grand Est avec des masters ESS. Là, c'est pas le bouche-trou. Il y a véritablement une formation. Je veux dire, il y a des attentes. Et c'est un master, je dirais, qui est délivré à la sortie, qui pourrait permettre à des jeunes, moins jeunes, qu'importe, aussi de prendre aussi des postes à responsabilité dans les structures de l'économie sociale et solidaire. Un élément un peu important, c'est que l'économie sociale et solidaire est particulière, mais elle fait partie de la grande famille de l'économie. Et notre ambivalence, c'est lui permettre d'accès, et on a essayé notamment sur le dernier schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, c'est un schéma qui est fait au niveau régional, on a essayé de
remettre l'économie sociale et solidaire dans l'ensemble des grands défis. Ce qui a été difficile parce que pour l'écrire, on a évité de mettre toujours à part l'économie sociale et solidaire, alors qu'on sait pertinemment qu'elle est un peu particulière, mais dans l'écriture, on l'a voulu vraiment inclusif dans le reste des défis. Alors, j'ai entendu dernièrement qu'on avait l'impression qu'il y avait du recul, alors que je pense que c'est tout l'inverse. Mais ça sera tout l'inverse si, dans l'exécution de ce qu'on veut faire, on accompagne réellement. Et je pense que c'est les 2 prochaines années qui vont être déterminantes. C'est-à-dire, c'est pas dans l'écriture en tant que telle qu'il faudra regarder, mais plus dans l'exécution de ce qu'on veut faire. Et je vois bien qu'on est dans une certaine transition. C'est pour ça que je vous disais qu'au bout de 10 ans, il y a peut-être des choses à réécrire autour de l'ESS. On est dans une transition et il faudra pas louper cette transition. Parce que là, on va perdre. Alors après, on voit qu'au niveau européen, il va y avoir 2 grands événements. L'année prochaine, à Niort, on va avoir un gros événement. À Bruxelles, je vais y aller aussi. Et puis, à Bordeaux, dans 2 ans, on a la conférence mondiale de l'ESS qui sera à Bordeaux. Et là, il faudra y être. Et moi, j'y serai également avec Région de France pour représenter la région Grand Est autour de l'économie sociale et solidaire. Et il n'y a pas de raison que la France prenne du retard par rapport à ça. Ben voilà, ça bouge. Ça bouge. Ça bouge. Merci d'avoir répondu à nos questions et puis d'avoir dessiné et rappelé ce qu'est cette économie sociale et solidaire avec des majuscules. Merci Vincent, mais moi j'aurais un dernier mot. Oui. Parce que l'ESS ne se fait pas sans les bénévoles. Donc je voudrais aussi leur adresser un 1000 merci pour leur implication, pour leur engagement. C'est 1 million de bénévoles en région Grand Est. Ouais. Donc sans toutes ces personnes, sans cet engagement, il y a beaucoup de choses qui ne seraient pas faites. Et puis là, en plus, le bénévolat, pour le coup, c'est très compliqué depuis 3 ans. Donc, effectivement, nous avons perdu 30% de nos bénévoles partout. Depuis ces 3 dernières années. Ouais. Mais je pense qu'il faut encourager les uns et les autres à s'impliquer. Et je pense qu'il y a aussi à réinventer aussi un peu le bénévolat. Il faut aussi qu'il soit davantage valorisé. Donc un grand merci à eux parce que je pense qu'on les oublie souvent. Merci.